오늘 강연은 제럴드 브로네르 파리 디드로 대학 사회학 교수님께서 해주십니다. 이 자리에는 당연히 못 오셨고요. 이제 우리가 비대면으로 동영상으로 만나볼 텐데요. 정보 시장에서 이성보다 맹신이 더 힘을 발휘할 때를 주제로 강의를 해주시겠습니다. 간단하게 이 교수님에 대해서 배경 설명을 드리겠는데요. 이 제랄드 브로네르 교수님입니다. 말씀드린 대로 파리 디드로 대학에서 사회학 전공을 하셨는데, 자, 오늘 강연 제목에 이 교수님의 전공이 녹아 있습니다. 그 주로 집단의 신념, 추론 오류, 그리고 이로 인한 사회적 결과에 대해서 연구를 해오셨는데요. 대표적인 저서를 소개를 해드릴게요. 신념의 제국, 또 맹신하는 자들의 민주주의, 이런 제목으로 책을 쓰셨습니다. 유럽 사회과학 분야의 최고 권위 있는 상 중 하나인 아말피 상을 최근에 수상을 하셨는데요. 2016년에 출판된 극단적 사고, 평범한 사람이 어떻게 광신자가 되는가로 이 상을 수상을 하셨습니다. 오늘 강연 주제 대충 감이 오시죠? 그렇다면 지금부터 프랑스 파리에서 사전 녹화를 해서 보내주신 제럴드 브로네르 교수님의 강연을 들어보도록 하겠습니다. Bonjour à tous, je suis très heureux qu'on m'ait invité à vous parler, même si je ne peux pas être présent avec vous. Et que c'est donc à distance que je vais proposer cette petite conférence qui donc commencera par une allocution de ma part, qui durera un peu plus de 30 minutes peut-être, et puis je répondrai à quelques-unes des questions qui m'ont été posées par vous sur la question notamment de l'esprit critique. Et si je suis content qu'on m'ait demandé de parler aujourd'hui, c'est pour évoquer un thème qui m'est cher depuis longtemps maintenant. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'en tant que chercheur, je m'intéresse à cette question. Une question qui me préoccupe, mais une question qui nous préoccupe tous, qui est celle que l'on pourrait appeler des épidémies de crédulité qu'on observe sur le marché de l'information et qui rendent donc justement si nécessaire une réflexion en profondeur sur l'esprit critique. Et cette épidémie d'information, elle a par exemple caractérisé la crise pandémique récente, au point que l'OMS, dès le début d'ailleurs de cette crise, a parlé d'infodémie, c'est-à-dire finalement d'épidémie d'informations douteuses à propos de la Covid-19. Mais le problème est antérieur en quelque sorte à cette pandémie, bien antérieur, puisqu'il est sans doute originellement dû à ce que j'appelle la dérégulation massive du marché de l'information. Le marché de l'information, ou ce que j'appelle aussi le marché cognitif, c'est un marché fictif où s'échangent des idées, des représentations du monde, des croyances, des considérations pour la science, des idées magiques, superstitieuses, bref, tout en même temps. Mais pendant longtemps dans l'histoire des hommes, toutes ces idées qui prétendent décrire le monde n'étaient pas en libre concurrence. Ce qui caractérise notre époque, et en particulier la fin du XXe siècle et le début du XXIe que nous connaissons, c'est la libre concurrence entre toutes ces idées, finalement. Je vous le disais, représentation de la science, superstition, magie, théorie du complot, représentation religieuse du monde. Et on aurait pu imaginer que cette libre concurrence serait finalement favorable aux produits de la rationalité, aux produits de la connaissance, puisqu'ils sont mieux argumentés que les autres dans le fond. Certains ont même dit, y compris les fondateurs de la démocratie américaine par exemple, que la vérité pouvait se défendre toute seule. Or, ce que nous découvrons au début du XXIe siècle et de ce nouveau millénaire, c'est que la vérité ne peut pas se défendre toute seule sur un marché dérégulé de l'information. Et je vais dans un premier temps donc essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, ce qu'on appelle marché dérégulé de l'information tient d'abord à deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est la massification gigantesque, jamais vue dans l'histoire de l'humanité, de la disponibilité de cette information. Songez par exemple qu'aujourd'hui, chaque seconde se crée sur la Terre en quelque sorte 29 000 gigaoctets d'informations qui sont publiés dans le monde. En 2017, 253 000 textos par seconde étaient envoyés, alors que dans le même temps, 60 000 recherches sur Google étaient effectuées. Et pendant une minute, 527 760 photos étaient partagées sur Snapchat et 456 000 messages étaient tweetés. Évidemment, toutes ces données donnent le vertige, mais pour les résumer d'une façon assez simple et que l'on se rende compte de l'ampleur de la situation, il nous suffit de savoir que durant les 2 dernières années, 90% des informations disponibles sur Terre et depuis l'origine de l'homme
ont été produites. En d'autres termes, 90% des informations disponibles dans le monde ont été rédigées dans les 2 dernières années, ce qui est à proprement parler colossal. Et je dirais que les choses, durant le grand confinement mondial que nous avons connu, et que nous connaissons encore pour certains endroits, eh bien les choses se sont évidemment en quelque sorte aggravées, puisque les gens ont été plus disponibles. Beaucoup ont télétravaillé, mais d'une façon générale, notre cerveau a été plus disponible à l'information. Et évidemment, c'est normal en situation d'incertitude et d'épidémie, nous avons cherché des informations. Et pendant ce confinement, donc, en fait, on a vu une augmentation mondiale du trafic d'Internet, aux environs donc de mars et avril, parce que c'était la période où notamment l'Europe a été confinée, 30% d'augmentation du trafic. Et par exemple, en France, le pays d'où je vous parle, 86% d'augmentation pour la consultation de réseaux de diffusion de contenu comme YouTube, par exemple. Et les réseaux sociaux ont augmenté dans leur consultation de 121% au mois de mars et de 155% au mois d'avril. Alors évidemment, toutes les conditions ont été réunies, en quelque sorte, pour faire comment dirais-je, une matrice de crédulité, et on a vu que toutes sortes de propositions, que ce soit sur les masques, les tests, certaines molécules qui étaient censées guérir de la Covid-19, l'alcool même dans certains cas, a-t-on dit, et ça a fait des centaines de morts en Iran, comme vous le savez. Alors, la situation est donc, comme on le voit, pas toujours favorable à la vérité, et pourquoi cela? Eh bien, je l'ai dit, la première caractéristique de cette dérégulation du marché de l'information, c'est la disponibilité massive de cette information. Or, cette disponibilité, elle rend facile, beaucoup plus facile qu'auparavant, une grande erreur de raisonnement humain, ce qu'on appelle un biais cognitif, qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire la tendance que nous avons à aller chercher des informations qui vont dans le sens de ce que nous croyons déjà. Et évidemment, plus il y a d'informations disponibles, eh bien, plus la chose en quelque sorte est facile. Donc paradoxalement, l'hypermodernité de la disponibilité de l'information a rendu le recours à un biais cognitif qui est aussi ancien que l'Homo sapiens lui-même plus facile. Nous allons chercher maintenant dans cette masse d'informations et nous trouvons, grâce aux moteurs de recherche, facilement des sources d'informations qui vont dans le sens de nos représentations préalables. Par exemple, si je ne crois pas en l'efficacité des vaccins, eh bien je tape vaccin danger sur un moteur de recherche et je trouverai facilement des argumentaires qui vont me convaincre que j'ai raison. Si je crois à l'existence des extraterrestres qui viennent nous visiter dans des soucoupes volantes, ou si par exemple je crois que la Covid-19 a été créée en laboratoire, il suffit que je tape quelques mots-clés pour que surgissent tout à coup des sites qui vont proposer un nombre d'arguments très importants, on va y revenir, et qui vont donc éventuellement paraître convaincants, surtout si vous êtes déjà convaincu, bien entendu. La deuxième caractéristique de ce marché de l'information dérégulé, c'est que non seulement l'information y est plus disponible, mais aussi que chacun, surtout depuis l'apparition du Web 2.0, comme on a dit, chacun peut intervenir sur ce marché de l'information. Chacun a son point de vue. Dans le fond, il y a presque autant d'éditorialistes que de titulaires de comptes Facebook ou Twitter, et chacun donc a son point de vue, je disais, sur les vaccins, sur la Covid-19, sur l'énergie nucléaire, sur la façon de bien gouverner, sur la violence, et que chacun ait son point de vue, c'est bien normal, que chacun le donne, il n'y a rien de choquant non plus, seulement cela crée une cacophonie sur ce monde de l'information qui correspond aux chiffres que je vous ai donnés avant, c'est-à-dire nous croulons littéralement sous les points de vue et sous les informations, et cela est évidemment amplifié par le biais de confirmation, crée ce que l'on appelle dans les sciences sociales computationnelles des chambres d'écho, c'est-à-dire des espaces numériques où dans le fond nous ne nous fréquentons qu'entre nous-mêmes, et nous voyons nos points de vue peu à peu se radicaliser parce que nous fréquentons dans ce monde numérique des gens qui pensent comme nous. Et non seulement c'est en raison du fonctionnement de notre cerveau, parce que nous cherchons les confirmations de notre désinformation, mais par ailleurs, les algorithmes aussi nous invitent à cela. C'est-à-dire que vous aurez remarqué que sur des plateformes, par exemple, qui vous proposent de regarder des vidéos par abonnement, eh bien, selon les films que vous avez déjà regardés, vous allez vous voir proposer un certain nombre de films qui ressemblent à ceux que vous avez, mais si vous allez sur une plateforme pour acheter des livres, eh bien, les livres qui vont être mis en avant, en quelque sorte en tête
tête de gondole du rayonnage vont ressembler aux livres par leur thématique politique par exemple, ou par les sujets que vous paraissez préférer, ils vont ressembler aux livres que vous avez déjà achetés. Et c'est la même chose aussi par exemple pour les réseaux sociaux. Savez-vous que sur Facebook, le principal réseau social mondial, eh bien, les amis que vous allez voir prioritairement parmi vos centaines ou vos milliers d'amis, les posts que vous allez voir prioritairement sont ceux qui correspondent aux gens qui vont liker ou partager le plus souvent ce que vous écrivez. Ce qui veut dire en quelque sorte des gens qui pensent un peu comme nous. Et vous aurez remarqué aussi que sur ces réseaux sociaux, quand quelqu'un a tendance à ne pas penser comme nous, de toute façon, nous le rayons de nos amis, voire nous le bloquons. Et de sorte qu'effectivement, dans cet océan d'informations, nous avons tendance à créer en quelque sorte des positions d'insularité cognitive. Nous nous fabriquons des îles en quelque sorte. Mais ce n'est pas tout. Le principal danger qui pèse sur nous, sur ce marché de l'information, est ce que l'on peut appeler la tyrannie des minorités. C'est-à-dire qu'un certain nombre de minorités très actives sur les réseaux sociaux, par exemple en France, dans mon pays, les anti-vaccins, qui ne sont pas très nombreux, mais qui parlent très souvent et qui parlent très fort. Parce qu'on a souvent dit que Internet était une démocratisation du marché de l'information, mais c'est une démocratie, si je puis dire, un peu bizarre, parce que certains votent 100 fois ou 1000 fois, tandis que d'autres ne votent jamais. De sorte que ceux qui sont convaincus de leurs idées, et c'est souvent le cas des croyants les plus radicaux, eh bien, ils vont parler plus fort, ils vont donner à leur point de vue une grande visibilité, alors que les autres, peut-être les plus modérés, eh bien, vont être sur la retenue. C'est souvent ce qu'on appelle aussi l'effet Dunning-Kruger, du nom de deux psychologues qui l'ont découvert, et qui montrent que quand on s'intéresse à un sujet, et c'était encore une fois patent dans le cas de la pandémie de Covid-19, on a l'impression qu'on devient très vite compétent. Après avoir lu 3-4 articles, on a l'impression de connaître le sujet. Mais en réalité, on n'est pas assez compétent pour se rendre compte de son incompétence. Et comme on se croit très compétent, eh bien on va parler beaucoup, plus fort que ceux qui sont quelquefois plus compétents que nous, qui ont plus d'expertise que nous. Donc il y a deux asymétries, ceux qui se croient compétents qui parlent plus, et ceux qui croient très radicalement à quelque chose et qui vont parler très fort. Et donc cela va créer une asymétrie de visibilité des points de vue. Et par mes recherches, j'ai pu montrer par exemple que lorsqu'on utilise un moteur de recherche comme Google, eh bien ce qu'on va voir prioritairement sur toute une série de sujets, ce sont des sites qui défendent la croyance plutôt que les points de vue de la connaissance et de la science. Que vous cherchiez astrologie par exemple, ou pouvoir de l'esprit, la psychokinèse, ou le monstre du Loch Ness, on dit en Europe qu'il y a en Écosse un lac où il y aurait une sorte de dinosaure, et bien sur tous ces sujets, bizarrement, qui ont été examinés d'ailleurs par la science et qui ont été révoqués en doute, et bien sur tous ces sujets, vous allez avoir 70% de sites qui prennent position et qui vont être favorables à la croyance. Et quel effet cela va avoir? Eh bien, évidemment, si vous ne croyez pas en l'astrologie, ou si vous y croyez, ça n'aura aucune importance, parce que votre avis sera fait. Cet état de fait est très important pour les indécis, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas d'idée sur une question. Ceux-là vont avoir beaucoup plus de chances, et je l'ai montré dans un livre qui, j'espère un jour, sera traduit en coréen, qui s'appelle La démocratie des crédules. Eh bien, j'ai montré que, évidemment, les indécis sont beaucoup plus impactés par la structuration du marché de l'information que les autres. En d'autres termes, si vous rentrez dans un supermarché, par exemple, et que vous voulez acheter un produit et que vous avez une marque préférée, par exemple de dentifrice, il est évident que si ce dentifrice est tout en bas ou tout en haut de l'achalandage, si c'est votre marque préférée, vous irez quand même le chercher. C'est-à-dire que vous allez faire l'effort pour prendre ce tube de dentifrice-ci plutôt qu'un autre. Mais si vous n'avez pas de préférence, c'est-à-dire si vous êtes indécis et que vous cherchez du dentifrice, vous voulez du dentifrice, en d'autres termes, vous cherchez une information, il est évident que la structuration du rayonnage va avoir un impact statistique sur votre acte d'achat. Et c'est ainsi qu'on observe sur toutes sortes de sujets, mais en particulier chez les anti-vaccins que j'ai déjà évoqués, et là il y a des conséquences sanitaires qui peuvent être très graves, eh bien on trouve peu à peu une domination sur ce marché alors que ce sont des minorités qui s'expriment. Alors on pourrait se dire, bon d'accord, la crédulité a donc de bons, on va dire, de bons vendeurs, de bons VRP, et c'est pour ça qu'elle est très apparente, elle est très visible sur le marché de l'information. C'est vrai, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule.
Il ne faudrait surtout pas sous-estimer la nature de l'argumentation de la crédulité. C'est pour ça qu'il faut développer fortement l'esprit critique, et je vais y revenir, parce qu'il ne faut pas croire que ces gens n'ont pas d'arguments. J'ai par exemple observé sur les théories du complot, vous savez, ces théories qui disent que les choses qui sont présentées dans les journaux ou dans l'histoire ne sont pas présentées sous leur vrai jour, qu'on nous ment en quelque sorte, que tel attentat est non pas le fait d'islamistes comme on a vu en Europe, mais le fait en fait du gouvernement français. Je vais prendre un exemple, celui des attentats de Charlie Hebdo. Vous avez peut-être sans doute entendu parler de ce journal satirique français dont le comité de rédaction a été exécuté par 2 islamistes au prétexte qu'ils avaient offensé le prophète et la religion de l'islam. Ces individus ont été attrapés, d'ailleurs ils sont morts aujourd'hui suite à une fusillade avec la police française, mais certains doutent que ce soit vraiment les frères Kouachi, puisqu'ils s'appelaient comme ça, qui ont fomenté et exécuté cet attentat. Et on retrouve de très nombreux arguments. Je me suis intéressé à ça, et on voit qu'au jour le jour, dès le 7 janvier, c'est-à-dire le jour des attentats, il y a déjà plus de 20 arguments en faveur de la théorie du complot, de la croyance. 4 jours après, on retrouve plus de 100 arguments en faveur de la théorie du complot. Donc vous voyez, c'est ce que j'appelle des millefeuilles argumentatifs. Et ces millefeuilles argumentatifs, ils ont 2 conséquences. La première, c'est qu'un certain nombre de personnes vont se dire « tout ne peut pas être faux, il y a tellement d'arguments que dans le fond, il suffit qu'un seul d'ailleurs soit vrai pour que la théorie du complot soit attestée ». Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème fait écho à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire à la sensibilité que les indécis peuvent avoir pour ce genre d'argumentaire. Ils peuvent être convaincus à cause du nombre d'arguments, et aussi cela crée une forme d'intimidation. Parce que si vous voulez contredire un conspirationniste ou un croyant, vous en avez peut-être déjà fait d'ailleurs l'expérience, vous verrez que c'est un travail très long, très fatigant, parce qu'il a des dizaines d'arguments. C'est-à-dire, quoi que vous lui rétorquiez, il va lui répondre avec une autre batterie d'arguments. Ça veut dire qu'il faut être capable de consacrer autant de temps que lui à sa lubie. En d'autres termes, c'est une question de motivation. Et là aussi, les croyants en général sont beaucoup plus motivés que la plupart d'entre nous. Ce qui fait que la plupart de nos concitoyens ne croient pas forcément ces théories, mais laissent faire, ne disent rien, ne cherchent pas à les contredire, ou alors les contredisent, mais avec peu d'arguments par rapport aux arguments des conspirationnistes. Ce qui, là encore, crée une asymétrie de crédibilité. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne sait pas, qui se demande s'il y a un complot, il est évident que dans ce débat, le conspirationniste va peut-être paraître plus convaincant que l'autre qui n'a pas d'argument. Donc ces millefeuilles argumentatifs, c'est la deuxième clé pour comprendre pourquoi la crédulité va plus vite que la raison sur le marché de l'information. La première étant la suractivité, je vous l'ai dit, des minorités actives des croyants, le biais de confirmation, les chambres d'écho, la radicalisation de ces chambres d'écho, mais aussi le fait qu'il y a donc des millefeuilles argumentatifs. Et il est vrai que la crédulité aujourd'hui va très vite. Ça, c'est une clé à comprendre du problème. Nous y reviendrons, mais les fausses informations se diffusent plus vite. Par exemple, pour reprendre le cas des théories du complot, lorsque par le passé il y avait une théorie du complot, il fallait un certain temps, pour qu'elle, se diffuse dans l'espace public. Par exemple, pour l'assassinat de Kennedy, le président américain, vous savez qu'il y a des théories du complot qui contestent la version officielle des faits. Eh bien, il a fallu, à ce moment-là, au moment où Kennedy a été assassiné, donc en 1963, attendre 27 jours pour voir apparaître la première théorie du complot, le 19 décembre 1963 très exactement. Pour les attentats du 11 septembre qui ont eu lieu à New York, vous savez aussi qu'il y a des contestations fortes de la version officielle de ces attentats, qui dit tout simplement que c'est Al-Qaïda qui a revendiqué d'ailleurs ces attentats, qui a fomenté ces attentats, qui les a exécutés. Eh bien là aussi, il a fallu attendre 27 jours, et c'était en France cette fois, qu'on a vu naître une première théorie du complot, notamment activée par quelqu'un qui s'appelle Thierry Besson. Prenons un tout autre exemple. Le tremblement de terre d'Haïti, vous savez, qui a fait de très nombreux morts. Eh bien, cette fois, c'était un peu plus tard, donc, cette fois, il a fallu attendre seulement 6 jours avant de voir apparaître une théorie du complot. Vous voyez, on passe de 27 à 6 jours. Et enfin, pour les attentats de Charlie Hebdo que j'ai évoqués, il a fallu attendre tout simplement 0 jour. C'est-à-dire que le jour même de ces attentats, à peine une heure après, on voyait déjà apparaître des théories du complot. Donc vous voyez,
il y a une augmentation de la célérité de toutes sortes de théories, du complot en l'occurrence, mais de la crédulité en général sur ce marché de l'information. D'ailleurs, un très bel article de la revue Science, qui est une des grandes revues scientifiques dans le monde, vous savez, avec Nature, a montré, il y a un peu plus d'un an de cela, et en étudiant 126 000 histoires sur les réseaux sociaux, sur Twitter exactement, que les fausses informations, non seulement étaient plus retweetées, elles attiraient plus d'attention, mais elles se diffusaient 6 fois plus vite que les vraies informations. Donc vous voyez que la crédulité, elle part avec un avantage concurrentiel sur le marché de l'information, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. On aurait pu croire, et on l'a cru pendant le siècle des Lumières, par exemple, et même au début d'Internet, on pensait que cet outil allait nous aider à diffuser la connaissance et à augmenter d'une façon généralisée le niveau de rationalité et d'esprit critique de nos concitoyens. Ceci dit, je tiens à préciser que je ne suis pas contre Internet du tout et je ne voudrais pas revenir en arrière dans un monde où Internet n'existe pas. C'est un outil qui est absolument fabuleux et personnellement, je suis plutôt technophile que technophobe. C'est un outil fabuleux et le chercheur que je suis l'utilise tous les jours. Quand j'ai réalisé ma thèse il y a bien longtemps, eh bien, je devais, pour lire des articles scientifiques, les commander à la bibliothèque universitaire qui les faisait photocopier et j'avais besoin de 2 semaines pour pouvoir les lire. Donc vous voyez, c'était tout à fait autre chose. Aujourd'hui, en quelques clics, eh bien, je peux lire à peu près toute la littérature scientifique mondiale, ce qui est une avancée considérable. Mais là, on pourrait se demander, dans le fond, pourquoi, très précisément, le faux est-il plus viral, est-il plus véloce, va-t-il plus vite que le vrai? Et ça, c'est une question tout à fait centrale, parce que beaucoup d'études ont montré que les premières informations que vous allez rencontrer sur le marché de l'information et souvent sur Internet vont être décisives pour la constitution de vos croyances et de la représentation d'un sujet. Ça forme comme un socle, c'est ce qu'on appelle un effet d'ancrage, un biais d'ancrage. Il est donc tout à fait essentiel de gagner la bataille de la vitesse de l'information. Mais ce n'est pas du tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui. C'est plutôt même l'inverse, comme je vous l'ai dit. Et une des raisons est que dans le fond, le marché de l'information et la crédulité surtout va souvent dans le sens de nos attentes intuitives. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'informations vont nous paraître vraies, même si elles sont fausses, tout simplement parce qu'elles vont, je dirais, dans le sens des pentes naturelles de notre cerveau. Elles viennent à la rencontre de ce qu'on appelle des biais cognitifs, des heuristiques de pensée, une façon très ancienne dont est constitué notre cerveau, qui a été très utile pour sa survie, mais qui peut être très encombrant aujourd'hui. Par exemple, la façon dont nous avons notre capacité de stocker du sucre sous la forme de graisse dans notre corps. Nous savons tous cela. Ça a été très utile probablement en un temps où, peut-être au Pléistocène, où le sucre était rare. Et donc la graisse constituait une réserve d'énergie disponible. Et donc encore une fois, c'était très utile. Mais dans une époque, aujourd'hui, où nous fabriquons le sucre en quantité industrielle, eh bien, on voit partout que cette disposition a tendance à créer de l'obésité et donc des problèmes de santé publique considérables. Il en va de même pour les biais cognitifs. Sans doute certains d'entre eux ont été très utiles, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, sur un marché dérégulé de l'information, ils peuvent être contre-productifs. Parce que notre cerveau, donc, est un outil absolument formidable. Sous le crâne, là, nous avons l'objet le plus complexe de l'univers connu. 1 million de milliards de connexions, ce qui est tout à fait considérable. Cet outil donc est fabuleux, mais dans un certain nombre de cas, il dérape en quelque sorte systématiquement. Ces cas, nous les connaissons d'abord assez facilement tous. Par exemple, c'est le cas des illusions d'optique, n'est-ce pas? Nous savons que certaines illusions nous donnent une impression qui est fausse. Par exemple, nous avons l'impression que tel bâton va être plus long qu'un autre et nos yeux nous commandent de voir. Mais notre cerveau sait bien que c'est une illusion d'optique, donc nous pouvons résister. Mais il n'empêche que nos yeux continuent à voir qu'un segment est plus long que l'autre, quand bien même nous savons que c'est faux. Alors, ce que nous pouvons faire pour les illusions d'optique, il est plus difficile de le faire pour les biais cognitifs, parce que nous ne nous apercevons pas toujours que la conclusion à laquelle nous parvenons est fausse. Je vais vous en donner un exemple très simple qui est bien connu et qui montre combien nous avons besoin de développer notre esprit critique. Si je vous propose donc ce petit problème, une batte de baseball et une balle de baseball valent ensemble
$110. Hein. L'une plus l'autre, ben, ça vaut ensemble $110. Je sais que la batte vaut $100 de plus que la balle. Donc combien vaut la balle? Bien, voyez-vous, face à ce problème, si les gens s'abandonnent à leur intuition, ils auront tendance à répondre 10 euros, $10, pardon. $10. Et pourtant, ce n'est pas du tout la bonne réponse. Ça ne peut pas être $10, puisque si la batte vaut $100 de plus que la balle, si la balle vaut $10, ça veut dire que la batte vaut $110. Donc l'un et l'autre, ça ferait $120. Et on n'a pas les $110 recherchés. La bonne réponse, qui est très contre-intuitive, est $5. Si la balle vaut $5, alors la batte vaut $105. 105 plus 5 égale 110. Donc vous voyez, c'est un problème d'addition de niveau de mathématiques de cours élémentaire. Et pourtant, certains d'entre vous sont sans doute en train de réfléchir encore à ce que je viens de leur dire. Ce n'est pas une question d'intelligence, en réalité. Ce n'est pas vraiment une question d'étude, même si le niveau d'étude peut avoir un impact sur l'expression des biais cognitifs. En réalité, ces biais sont profondément inscrits dans la nature de notre cerveau et font en quelque sorte déraper notre raisonnement. Par exemple, j'ai parlé de la perception du risque, bien nous avons tendance à surestimer les très faibles probabilités. Lorsque nous sommes confrontés à un risque qui est très très faible, nous avons tendance intuitivement à multiplier par 10 ou 15. D'où vient cette disposition? Difficile de le dire, mais peut-être qu'elle est due justement en un temps lointain où nos ancêtres préhistoriques étaient confrontés à un monde extrêmement hostile. Dans ces conditions, par exemple, imaginez qu'un feuillage qui est en train de bouger à côté de nous est peut-être le fait d'un ennemi humain ou d'un prédateur, et peut-être surestimer ce risque, mais ça va vous sauver dans un certain nombre de cas. En d'autres termes, ceux qui n'avaient pas cette disposition à surestimer le risque ont peut-être été éliminés de la course évolutive, de sorte que nous sommes tous descendants, en quelque sorte, des plus peureux de nos ancêtres. Et nous avons hérité de cette peur. Certains anthropologues parlent pour notre espèce d'une espèce paranoïaque, c'est-à-dire que nous avons tendance à surestimer les risques. Nous n'admettons pas le risque zéro. Nous sommes capables de payer un prix déraisonnable pour atteindre, par exemple en matière de santé publique ou de risque environnemental, le risque zéro. Alors vous voyez, cette disposition donc, que nous avons acquise probablement depuis longtemps, elle est très problématique sur un marché dérégulé de l'information parce que précisément le risque, le danger, la peur va attirer notre attention. Et donc ceux qui produisent l'information, que ce soit vous et moi par un compte sur un réseau social ou les journalistes, vont avoir tendance à diffuser de l'information pour capter du temps de cerveau disponible, de la disponibilité mentale, parce que nous sommes satisfaits. Vous savez que des études ont montré que lorsque l'on poste sur les réseaux sociaux quelque chose et qu'on a des likes, qu'on a des approbations, eh bien ça provoque une décharge dopaminergique de dopamine dans notre cerveau, c'est-à-dire de plaisir tout simplement. Et ça peut même créer des boucles un peu addictives, c'est pourquoi il faut surveiller notre rapport, n'est-ce pas, à tous ces objets numériques, parce que nous pouvons développer des addictions à leur propos. Et donc il est évident que le marché de l'information va être hypersensible à la possibilité captée du temps de cerveau, notamment les journalistes, parce que les journaux vivent de la publicité, vivent de leur capacité à attirer notre attention. Donc ce marché dérégulé va avoir de plus en plus tendance à révéler les grandes pentes intuitives de notre esprit. Elles vont aller dans le sens de ces pentes intuitives, que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine informationnel. C'est extrêmement dangereux, bien entendu, pour nos démocraties et pour tout système qui veut se fonder sur la raison. Par exemple, un autre biais cognitif, nous avons tendance à avoir beaucoup plus de considération pour les coûts que pour les bénéfices d'une situation. Certains chercheurs, c'est notamment le cas de Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie en 2002, a pu montrer que pour compenser 1 euro de coût, il fallait 2,5 euros de bénéfice psychologiquement. De sorte que vous voyez bien qu'il va y avoir une asymétrie entre ce qu'on appelle la positivité et la négativité d'une information. Une information négative va beaucoup plus attirer notre attention qu'une information positive. D'ailleurs, à ce titre, une anecdote tout à fait réelle est qu'un site d'information russe avait décidé un jour, ils avaient même donné le jour, de ne publier que des informations joyeuses, des bonnes informations. Voilà. En se disant, bon, il y en a assez d'annoncer de mauvaises nouvelles. Ce jour-là, nous n'allons annoncer que de bonnes nouvelles. Eh bien, leur trafic a été diminué de 70%. C'est une très mauvaise nouvelle en quelque sorte, c'est que les bonnes nouvelles ne nous intéressent pas. Et donc là aussi, c'est une façon, n'est-ce pas, d'éditorialiser peu à peu l'information. Et c'est pour cette raison impérieuse
que nous avons besoin de développer la notion d'esprit critique. Parce que ce marché dérégulé de l'information, qui est de plus en plus livré à nos biais intimes de raisonnement et au fonctionnement des algorithmes, les deux fonctionnent ensemble, eh bien ce marché de l'information doit être régulé, mais il faut faire très attention parce qu'évidemment, toute forme de régulation de ce marché pourrait être liberticide. Ça pourrait être une atteinte à nos libertés, notamment au droit d'expression. Dans le fond, je ne suis pas pour que les anti-vaccins ou ceux qui croient que la Terre est plate, puisqu'il y en a de plus en plus, ne puissent pas s'exprimer. C'est leur droit de croire cela. Seulement, il faut veiller, par exemple, à ce que cette information ne soit pas en tête de gondole, comme je le disais, sur le supermarché de l'information. Il n'y a pas de raison que lorsqu'on tape quelques mots, on voit apparaître d'abord les produits de la croyance plutôt que les autres. Mais si on y réfléchit, la meilleure façon de réguler cette information, c'est la régulation individuelle. Puisque, je vous l'ai dit dans l'introduction de cette conférence, nous sommes tous devenus des acteurs sur ce marché de l'information. Et comme nous sommes tous devenus des acteurs sur ce marché de l'information, la meilleure régulation, donc, c'est par nous-mêmes. C'est à nous de ne pas croire, de ne pas forcément lire des informations qui sont vérolées, qui sont des infox ou des fake news, comme on dit. C'est à nous de ne pas les liker et surtout de ne pas les partager. Mais pour ne pas faire cela, il faut que nous soyons des opérateurs sur le marché de l'information, dotés en quelque sorte d'un bon système immunitaire intellectuel. Et cela passe, je crois, notamment par l'éducation. D'ailleurs, nous avons développé, j'y reviendrai dans les questions, en France, au sein du Conseil scientifique de l'éducation nationale, où il y a de grands chercheurs comme Stanislas Dehaene ou Franck Ramus ou Elena Pasquinelli, avec qui je travaille, bien sûr un groupe concernant le développement d'esprit critique, y compris au sein de l'éducation, donc dans les programmes éducatifs, dès le plus jeune âge et jusque, disons, l'équivalent du baccalauréat. Je crois que c'est une mission essentielle maintenant de nos sociétés, que de former nos citoyens, nos jeunes citoyens, pour qu'ils puissent faire leur déclaration d'indépendance mentale sur ce marché. Et c'est aussi, encore une fois, la meilleure façon de réguler ce marché de l'information que de développer l'esprit critique, et la meilleure façon de le réguler sans tomber dans des lois liberticides qui pourraient être problématiques à terme. Voilà, et à présent, je vais répondre à quelques-unes des questions qui m'ont été posées. La première, évidemment, c'est qu'est-ce que l'esprit critique ? Mais dans le fond, pour définir l'esprit critique, il faut d'abord comprendre dans le fond ce qu'est la crédulité. La crédulité, c'est tout simplement une baisse de vigilance rationnelle. Ça n'a rien à voir avec la bêtise, n'est-ce pas, ou l'intelligence à proprement parler, mais simplement avec ce que certains appellent de l'avarice cognitive, c'est-à-dire la volonté de ne pas s'engager trop intellectuellement. Parce que c'est coûteux, ça nous coûte de l'énergie, du glucose très exactement. C'est notre cortex préfrontal qui gère une partie de l'esprit critique en quelque sorte et qui nous aide à ne pas nous abandonner à nos intuitions. Alors l'esprit critique, c'est d'abord suspendre notre jugement pour évaluer d'une part la source de l'information. Pourquoi est-ce que nous avons confiance en cette source ? Quelle est la personne qui transmet cette information? Ça peut être la nature d'un site, ça peut être l'autorité scientifique d'une personne. Puis ensuite, nous devons nous interroger de la question de savoir pourquoi est-ce que nous avons envie de croire que cette information est vraie. Parce que notre désir peut contaminer notre croire. Le simple fait d'écrire ce que nous avons envie de voir se réaliser dans notre recherche d'information nous permet sans doute de suspendre une partie de notre jugement, une partie de cette contamination du croire par le désir. Par ailleurs, nous devons aussi interroger, et c'est ça le premier lieu, les limites qui pèsent sur notre rationalité. C'est-à-dire quel espace nous occupons, par exemple dans l'espace numérique, ce qui indique la nature des sources auxquelles nous allons nous alimenter. Comment notre raisonnement est impliqué dans le temps. C'est-à-dire que, encore une fois, notre cerveau est très bien fait, mais nous dérapons très régulièrement lorsque nous cherchons à anticiper, par exemple. Est-ce que, on pouvait se poser cette question en janvier, est-ce que cette pandémie va être aussi grave que certains le craignent, ou au contraire, plus grave que certains le prophétisent? Eh bien, nous avons des anticipations, et notre rationalité, elle est incarcérée donc dans un temps limité, et il est très important de s'en apercevoir et de connaître les biais qui sont impliqués. Bien entendu, nous pensons aussi le monde à travers des
stéréotypes culturels. Et il est très intéressant et important pour développer l'esprit critique d'analyser d'un point de vue critique ces stéréotypes culturels, car sans ces stéréotypes, nous ne pourrions pas penser le monde, mais à cause d'eux, nous ne le pensons pas souvent de façon juste. Et le troisième élément, j'ai beaucoup insisté dessus, c'est qu'une fois qu'on a l'information qui vient dans notre cerveau, encore faut-il pouvoir la traiter, même si nous sommes dans le bon espace pour capter la bonne information, même si nous arrivons à dépasser les a priori culturels sur cette information, il reste encore à savoir travailler, processer en quelque sorte cette information, et là, nous tombons dans le vaste domaine des biais cognitifs. Donc en quelque sorte, l'esprit critique, c'est la suspension du jugement par rapport aux trois éléments qui incarcèrent notre rationalité, les éléments spatio-temporels, les éléments culturels et les éléments cognitifs. Alors une autre question qui m'a été posée, c'est comment, à l'ère de la surinformation, on peut distinguer la vérité du mensonge. Eh bien, ce n'est pas toujours possible en réalité, même si on suit les prescriptions que j'ai faites avant, c'est-à-dire qu'on essaye de s'informer à des sources valides, authentifiées d'informations, par exemple sur les questions de santé publique, mieux vaut s'adresser à l'Académie nationale de médecine de son pays, généralement. Mais même dans ce cas de figure, on peut se tromper, bien entendu, parce que la science elle-même, parfois, se trompe. Donc ce qui est très important, ce n'est pas tant de chercher la vérité à distinguer du mensonge, mais à chercher les modes de raisonnement qui sont adéquats. C'est ça qui va distinguer dans le fond, par exemple, les conspirationnistes, les tenants de la théorie du complot, des autres. Ce n'est pas la question de savoir s'il existe ou pas des complots, parce qu'évidemment, dans l'histoire des hommes, il y a eu des complots, il a existé des complots, et nous ne pouvons pas savoir, par exemple, lorsqu'il y a un attentat qui vient de se produire, si en effet c'est un vrai attentat revendiqué par, je ne sais pas, des radicalités politiques ou religieuses, ou si c'est un attentat dont on dit qu'il est sous faux drapeau, un attentat pour détourner notre attention, quelque chose comme ça. Ces faits sont très rares, mais ils peuvent survenir dans l'histoire. Donc la question n'est pas tellement de savoir, par exemple, si c'est un complot ou pas un complot, la question est de savoir quels sont les arguments que les complotistes ou que les tenants de la thèse qu'on va dire officielle mettent sur la table. C'est la nature de la méthode qui implique. Donc en fait, on en revient encore une fois au développement de l'esprit critique. Ce qui compte, c'est d'apprendre les formes de la démonstration méthodique et rationnelle, et ensuite, en suivant cette démonstration, on n'aboutit pas toujours à la vérité, mais on aboutit à un énoncé plus probablement vrai que ceux qui sont mis en concurrence avec lui. Et c'est ce que la science fait. En fait, la science ne dit pas le vrai, mais elle propose des modèles intellectuels qui sont supérieurs descriptivement et analytiquement aux modèles qui sont en concurrence avec ce modèle. Sinon, si des modèles sont supérieur à lui, et bien tout simplement le marché de la science va sélectionner ce modèle qui est plus performant que l'autre. C'est ce que fait la science. Par exemple, la science ne peut pas dire que la Terre est ronde à proprement parler, mais elle peut dire qu'elle est plus ronde que plate. Car en effet, aucun modèle mathématique, même très complexe, pourra décrire exactement la forme de la Terre, parce qu'il y a des infractuosités, des montagnes, des vallées, etc. Et si vous voulez décrire au millimètre, voire au micron près la Terre, évidemment, ça sera un travail quasi infini. Et plus vous descendrez dans l'infiniment petit, plus votre modèle, évidemment, sera défaillant par rapport au réel. Il n'en reste pas moins que dire que la Terre est ronde est plus vrai que de dire qu'elle est plate. Donc vous voyez, la science, la pensée méthodique fait un classement entre les énoncés, un classement probabiliste. Donc ce n'est pas tant la vérité qui doit nous obséder que la qualité des arguments que nous mettons sur la table pour obtenir un modèle de description du réel qui soit, disons, plus convaincant. Alors, comment peut-on enseigner l'esprit critique aux élèves dans les écoles? C'est effectivement une question importante. Je crois que nous sommes à peu près tous d'accord maintenant, les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, pour dire qu'il ne faut pas des cours spécifiques au développement de l'esprit critique, en plus des mathématiques, de la physique, de la géographie, de l'histoire et de la littérature et que sais-je. En réalité, il faut injecter des enseignements d'esprit critique dans toutes les matières, là où précisément les matières, les enseignements contredisent en quelque sorte les intuitions naturelles des élèves. Un très bon exemple est la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution. Cette théorie est beaucoup plus qu'une théorie en réalité, et elle constitue le programme normal de la science biologique aujourd'hui. Mais vous savez, elle est parfois contestée, notamment par certains religieux. En fait, cette thèse est très contre-intuitive, parce qu'on a l'impression, quand on observe la nature, que la nature est très bien faite.
que les animaux, par exemple, les phénotypes de ces animaux sont très bien adaptés à leur environnement. En réalité, ce que l'on ne voit pas, c'est que la nature a éliminé 99,99 des espèces et pourcent des espèces existant sur la Terre, et on ne voit que les espèces qui ont survécu en quelque sorte. Donc, on ne voit que les succès de la nature sans voir la masse insondable de ces insuccès. Et cela, voyez-vous, c'est un biais cognitif qu'on appelle la négligence de la taille de l'échantillon. Je ne vois pas tout l'échantillon, je vois que l'échantillon du succès et j'en déduis que la nature est extraordinairement bien faite et que les animaux, par exemple, s'adaptent à leur environnement. En réalité, les animaux ne s'adaptent pas à leur environnement. Ceux qui sont adaptés survivent, ceux qui ne sont pas adaptés ne survivent pas. Et c'est une façon tout à fait essentielle pour enseigner cette théorie de l'évolution que d'enseigner en même temps ce biais cognitif, c'est-à-dire la raison pour laquelle cette théorie, elle nous paraît contre-intuitive. En réalité, pour parler de façon synthétique, il faut se saisir de tous les moments pédagogiques pour apprendre non seulement les théories scientifiques, ou toutes les théories à travers les différentes disciplines, mais aussi pourquoi, dans certains cas, elles nous résistent, pourquoi elles sont contre-intuitives, en d'autres termes, apprendre à domestiquer son cerveau. C'est exactement ce à quoi nous sommes en train de réfléchir intensément dans le Conseil scientifique de l'éducation nationale en France, et je sais que ailleurs, en Norvège et dans beaucoup d'autres pays, c'est une question tout à fait centrale aussi, et sur laquelle les chercheurs du monde entier sont en train d'avancer. Ce qui est la réponse, une des réponses possibles au gigantesque défi que représente la dérégulation du marché de l'information. Comment éduquer les élèves, me demande-t-on, face aux fausses nouvelles et aux théories du complot? C'est une bonne question. Je crois que de la même façon, il ne sert à rien de contredire, si vous voulez, une croyance. Lorsque vous contredisez une croyance pied à pied, en quelque sorte, eh bien, généralement, vous avez un effet qu'on appelle un effet underdog en psychologie, ou simplement un effet boomerang, c'est-à-dire que ça va renforcer les croyances de l'individu plutôt que ça va ne les affaiblir. Tout simplement parce que nous tenons à nos croyances et qu'en fait, on a un système de défense qu'on appelle la théorie de la dissonance cognitive, qui a été émise par un grand psychologue qui s'appelle Léon Festinger dans les années 50 au XXe siècle, et qui montre que face à une dissonance, face à une contradiction, en général, le croyant a tendance à raffermir ses croyances plutôt qu'à les amollir en quelque sorte. Donc, il ne faut pas prendre frontalement les élèves lorsqu'ils croient à quelque chose. Il faut plutôt les contourner et, par exemple, pointer un certain nombre d'erreurs de raisonnement pour ce qu'elles sont et de façon à ce qu'ils comprennent en quoi elles sont des erreurs de raisonnement. Prenons un exemple. Souvent, les théories du complot sont fondées sur une confusion entre corrélation et causalité. Par exemple, lorsque l'on a accusé la 5G d'avoir un rapport avec la diffusion du coronavirus, en tout cas en France c'est une théorie qui s'est largement diffusée et dans d'autres parties du monde, à tel point d'ailleurs que certaines antennes de 5G ont été brûlées, notamment en Angleterre et dans d'autres pays, et même des agents qui les installaient ont été agressés physiquement. Donc vous voyez combien cette théorie elle peut être dangereuse, et un des arguments c'était de montrer que sur les cartes, par exemple la carte de France, eh bien, on voyait un recouvrement entre les zones où la pandémie était, où l'épidémie était la plus vive, et les zones où on avait implanté des antennes 5G. Évidemment, cet argument est absurde, puisqu'en réalité, on sait que les épidémies se diffusent plus largement dans des centres urbains où il y a beaucoup de monde, les grandes villes, et en fait évidemment que prioritairement on va installer des antennes 5G aux alentours des grandes villes. Donc en fait l'un n'a rien à voir avec l'autre, mais les deux sont corrélés. Et la théorie du complot essaye souvent de nous faire croire qu'une corrélation est une causalité. Deux événements qui surviennent ensemble sont liés par un rapport de cause à effet. Tout ça c'est une erreur de raisonnement tout à fait classique. Et il est possible de l'apprendre aux élèves plutôt que de contredire leurs croyances. Il faut en passer par le socle cognitif qui les conduit à ces conclusions, disons-le, parfois un peu délirantes. Alors, quelle attitude, c'est dans le prolongement de la précédente question, les enseignants doivent-ils adopter pour améliorer les capacités de réflexion critique de leurs élèves? Eh bien, l'attitude d'abord doit être, à mon avis, pas celle du mépris.
pour éviter un effet justement de boomerang. Plutôt que de mépriser les croyances que nous ne partageons pas, même quand elles sont évidemment fausses, ce que nous pouvons faire, c'est d'avoir une forme de compréhension, de système de compréhension, comme on le pratique en sociologie, inspiré par un grand sociologue qui s'appelle Max Weber, un sociologue allemand, qui proposait de commencer par reconstruire l'univers mental des personnes. Donc la première question que l'on peut faire, c'est par exemple de poser celle des raisons qui ont poussé cet individu à croire ce qu'il croit. Par exemple, s'il croit que le coronavirus est en effet provoqué par l'implantation des antennes 5G, eh bien, lui permettre d'approfondir sa croyance. Et là, dans l'énonciation, bien sûr. Et là, il peut se produire qu'il prenne conscience de la fragilité de sa conception. Parce que la plupart du temps, les croyants ne s'interrogent pas vraiment sur le rapport causal et sur un système narratif complet de leur croyance. Ils croient quelque chose, mais ils ne l'interrogent pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle le sophisme de profondeur explicative. Et lorsque l'on essaye de révéler ce sophisme par de simples questions bienveillantes, tiens, pourquoi tu crois ça? Explique-moi un peu mieux ta position. Bien souvent, le croyant lui-même se dit, dans le fond, ma croyance n'est pas si ferme que ça, elle n'est pas fondée aussi fortement que je l'aurais cru. Et ensuite, eh bien, après avoir évidemment joué sur le sophisme de profondeur explicative, eh bien, on doit, si on est formé évidemment, révéler, comme je l'ai dit, l'existence de biais cognitifs, les positions dans le monde numérique qui lui ont peut-être fait croire cela, et donc, en quelque sorte, assouplir sa croyance. Une autre technique consiste à, par exemple, à lui demander, pour jouer, de défendre la thèse inverse. Par exemple, il est conspirationniste et on va lui demander, dans un jeu de rôle en quelque sorte, de défendre la thèse opposée. C'est par exemple ce que j'ai fait avec des jeunes qui étaient radicalisés, des jeunes radicalisés avec l'islam, dans un centre qui justement entretenait un dialogue avec ces jeunes radicalisés, en France, à Pontourny, près de la ville de Tours, dans l'ouest de la France. Eh bien, je me rendais toutes les semaines pour m'entretenir avec ces jeunes radicalisés en utilisant cette stratégie. Plutôt que de les confronter à leurs croyances, j'essaie de leur faire expliquer leurs croyances et puis leur montrer comment ces croyances étaient fondées sur des biais cognitifs, et on faisait toutes sortes de jeux, d'exercices, et parfois aussi je leur demanderais de contre-argumenter, de jouer quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec eux. Tout cela, en fait, a pour but, comme avant de faire du sport, de vous échauffer, de vous assouplir en quelque sorte l'esprit, et de concevoir que peut-être vous êtes engagé dans une forme de croyance qui est contestable. Alors, pour finir tout à fait, donc, pour donner quelques conseils aux enseignants de l'éducation ou aux médias, eh bien évidemment, je crois que c'est très important à la fois de maintenir une autorité de l'enseignant. Il ne s'agit pas de dire que l'élève a autant raison et a autant de raison que l'enseignant, mais en revanche, il faut ouvrir une attitude compréhensive, mais ferme. Et puis évidemment, ce qu'il faut faire, c'est se former aux théories des biais cognitifs, à la sociologie cognitive, à un peu tout ce que je viens de vous expliquer finalement dans cette conférence et dans mes réponses à ces questions. Ça demande sans doute des formations, mais il y a beaucoup de livres disponibles, et je crois qu'aujourd'hui on a une chance extraordinaire parce qu'on est confronté à une situation historique très forte, inédite, mais en même temps, la science du cerveau, la science des croyances a beaucoup progressé. Et nous avons donc peut-être des armes pour répondre à ce grand défi de civilisation que nous oppose ce que j'ai appelé dans un livre la démocratie des crédules. Je vous remercie. 네, 여러분 강의 어떻게 보셨나요? 저는 멀리에서 보내주신 강연인데도 굉장히 많은 걸 느낄 수 있었는데요. 우리가 이성적으로 뭔가 따지기는 굉장히 어렵지만 뭔가를 맹신하기는 정말 쉽다는 거. 그래서 우리 안에 이런 취약성을 알고 비판적으로 사고하는 생각을 언제나 가져야 된다는 걸 배웠습니다. 마지막에 질의응답 순서가 있었잖아요. 그거는 우리나라에서 먼저 교수님께 질문을 보내고 교수님께서 녹화를 이제 답변으로 해주신 겁니다. 그래서 열정적으로 강의를 해주신 제랄드 브로넬 교수님께도 감사드리고 미리 질문을 보내주신 우리 여러분께도 고맙게 생각합니다.